passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui prend goût à la collective. Qu'est-ce qui définit la pratique critique ? Quel est son rôle ? Quels sont les outils mobilisés à travers le regard posé sur les spectacles ? Comment inscrire les projets discutés dans une histoire chorégraphique contemporaine ? Comment les faire résonner avec les enjeux de l'époque ? Comment les textes et les images qui participent à la promotion des projets infusent l'inconscient et peuvent parfois influencer le regard ou le ressenti ? Comment garder une neutralité de pratique critique dans un écosystème qui oblige souvent les mêmes personnes à participer à l'écriture des textes de communication, mais aussi des textes critiques ? Quelle place laisser au regard situé pour construire une critique ? Comment transmettre et participer à la fabrique du regard critique chez la jeune génération ? Ce sont les questions que j'ai eu envie de discuter avec 3 critiques de danse. Dans cet épisode, je me suis entourée des journalistes Léa Poiret et Belinda Mathieu et à distance de Calista Croisière. Dans la continuité du premier épisode dédié à la critique, j'ai eu envie de poursuivre cette expérimentation en m'entourant à nouveau de 2 critiques de danse. Aujourd'hui, je suis avec Léa Poiret et Belinda Mathieu, que je remercie ici chaleureusement puisqu'elles acceptent de répondre à l'invitation favorablement et bénévolement. Léa Poiret, après des études chorégraphiques, vous avez été responsable danse et rédactrice en chef adjointe pour le magazine Mouvement. Aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendante et vous élargissez votre activité de critique à l'éducation aux médias. Vous collaborez aussi en tant que chercheuse avec la chorégraphe Mette Edvardsen et vous assurez également la direction éditoriale du CND Magazine. Belinda Mathieu, vous êtes désormais une habituée du programme, on pourrait dire. Journaliste et critique spécialisée en danse, vous travaillez pour plusieurs médias dans Télérama, Mouvement ou Scène Web. Vous êtes diplômée de lettres modernes et de journalisme. Vous poursuivez actuellement un master en département danse de l'Université Paris 8, où vous menez une réflexion sur votre pratique et les enjeux des textes critiques dans l'écosystème de la danse contemporaine. Alors, au menu de notre table critique du jour, 2 spectacles de danse présentés récemment à Paris. Toi, moi, Tituba de la chorégraphe britanno-rwandaise Dorothée Munyaneza, qui est passée par Chaillot après la ménagerie de verre à l'automne dernier, et le spectacle Hatched Ensemble de la chorégraphe sud-africaine Mamela Nyamza, qui a fait l'ouverture des rencontres chorégraphiques de la Seine-Saint-Denis et qui va poursuivre une tournée en France et en Europe après Bruxelles et Paris. Mais avant de lancer notre discussion critique, j'aimerais introduire nos échanges par une petite archive sonore qui, j'espère, va vous intéresser. Alors, Georges Charansol n'a pas pu venir aujourd'hui, donc nous ne pouvons pas répondre à sa place. Nous lui demanderons peut-être un jour de nous expliquer ce que c'est que le rôle du critique selon son évangile à lui. Claude Mauriac, lui, peut répondre. Et puis je vais vous demander à chacun, à Mathieu Gallet, à Poirot-Delpech, à Canter, etc., de nous dire ce que c'est que votre rôle de critique, comment vous le concevez. Ça vous paraît un véritable devoir de vacances, hein ? Claude Mauriac. Moi, je crois que Charansol n'est pas là, mais il conçoit la critique comme moi. S'il l'écrit autrement, chacun à sa façon, mais je crois que le rôle du critique est d'une grande humilité. Ça consiste uniquement à dire aux gens ce que l'on pense être bien ou mal dans les spectacles que l'on a à juger. Il se trouve que nous sommes des spectateurs privilégiés, puisque nous voyons les films en premier, nous avons en plus le devoir d'en parler, et nous devons éviter aux spectateurs de se déranger pour rien. Il se trouve que nous n'avons pas tous les mêmes goûts, et que les lecteurs de nos journaux respectifs s'habituent peu à peu à nous, ou plutôt vérifient que, oui, en général, ils sont d'accord avec ce que dit Charansol, ou avec ce que je dis, ou avec ce que dit un autre critique, et alors ils choisissent en critique. C'est tout. Cela dit, moi, quand j'ai commencé la critique, j'avais peut-être des idées plus ambitieuses, mais il y a longtemps que j'y ai renoncé. Bien, ceci, c'est l'opinion de Claude Mauriac. Mathieu Gallet réfléchit encore, j'ai l'impression. Non, effectivement, je crois que ce qu'il dit est très juste. Il ne faut pas trop avoir de théorie au départ. Je crois que le grand défaut des critiques, c'est d'avoir des partis pris. Je crois qu'il faisait n'avoir pas trop de partis pris, c'est de comprendre à peu près tout. Et effectivement, de jouer un rôle d'éclaireur, tout simplement.
Oui. de diriger les gens vers une voie plutôt que vers une autre, mais surtout pas leur imposer. Mais quand vous, Mathieu Gallet, vous dispensez vos lecteurs de lire Solers en termes brutaux, On a quelquefois également. des humeurs. Bertrand Parot-Delpech ou Robert Canters? Je crois qu'il est absurde d'espérer qu'on puisse faire abstraction des humeurs, des goûts et des principes de chacun, enfin de leur façon même de vivre, de sentir, etc. Mais je vois que nous ne sommes pas là pour rendre une justice esthétique qui serait absurde parce qu'elle est démentie de semaine en semaine, mais plutôt pour essayer de faire en sorte que le lecteur, en nous lisant, sache à peu près à quoi il peut s'attendre lorsqu'il ira voir le spectacle dont nous parlons. C'est donc un effort d'objectivité. Pour vous. Essayer, à travers ce que nous disons, les gens, nous connaissant peu à peu, à force de nous lire, sachent se déterminer et imaginent au moins ce qui les attend. Oui, merci Bertrand Parot-Delpech. Et Robert Canters, Oui, moi, il n'aime pas du tout répondre à ce genre de questions. D'accord avec ce que vient de dire Parot-Delpech. Je crois que c'est un rôle d'intermédiaire, qu'il faut essayer de comprendre au mieux ce que l'auteur a voulu faire, quitte à voir ce qui, dans ce qu'il a voulu faire, est bien ou est mal, selon un jugement qui évidemment risque d'être un peu personnel, mais qui peut s'appuyer là sur l'ensemble des œuvres déjà existantes, sur une espèce de conception de la culture et voir dans quelle mesure l'œuvre peut se rattacher à cette culture-là et en effet l'expliquer après au lecteur ou au spectateur, lui dire vous allez voir ceci, cela, et cela peut vous faire du bien de telle ou telle manière ou vous faire du mal. Oui. Une conception de la littérature presque pharmaceutique. On a dit que cette œuvre-là peut vous faire ceci ou peut vous faire cela, Oui. pour essayer d'arriver peut-être moins à une appréciation purement esthétique qu'à une appréciation esthétique et morale. Claude Mauriac voulait dire un mot. Je veux dire ceci, c'est que contrairement à ce qu'on croit, les critiques aiment aimer. Mais bien sûr. Nous aimons aimer et nous ne pouvons pas toujours aimer. Une archive qui date de 1961, extraite de l'émission historique Le Masque et la Plume, qui réunissait une table de critiques littéraires et cinéma avec cette question. Quel est le rôle du ou de la critique? Et c'est une question que j'ai envie de vous poser encore pour partager vos réflexions sur ce métier presque en voie de disparition aujourd'hui. Léa Poiré. Alors, je trouve que cette archive, bon déjà, elle est très drôle. C'est très drôle de l'écouter aujourd'hui. Et en faisant aussi ce métier qui n'est pas pour moi tant un métier, plus une activité et une pratique, comme ça a été dit déjà dans l'épisode précédent. Et sur la question du rôle, il y a certaines choses sur lesquelles je suis assez d'accord, et vraiment une grande majorité des choses qui ont été dites avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Ce sur quoi je suis un peu d'accord, c'est peut-être la posture d'humilité. Ça a été dit à un moment donné, puis après ça a tout de suite vrillé sur quelque chose de très moral, être détenteur du bien, du mal, de faire la pluie et le beau temps, entre guillemets, sur ce qui est à voir ou pas sur les spectacles. Ça, je partage pas du tout cette conception-là. Et sur ce sur quoi je suis assez d'accord aussi, c'est le rôle d'intermédiaire, d'être à l'intermédiaire des pièces, être à l'intermédiaire des discours aussi. Et ça, peut-être, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de me rattacher. Mais sur la question d'amener le spectateur à voir un spectacle, entre guillemets, faire valoir son goût et avoir une posture un peu surplombante, ça, je trouve que c'est vraiment du siècle passé. Et pour le coup, j'ai l'impression que quand j'ai commencé la critique, moi, je ne me suis pas vraiment posé la question du rôle, mais j'ai plutôt tout de suite essayé de faire et d'écrire. Et en fait, je suis un peu rentrée sur le terrain de la critique un peu par hasard, ou en tout cas assez rapidement. Je n'ai pas commencé par la critique dans ma pratique d'écriture. J'ai d'abord fait de l'interview. Ma première interview, c'était pour Mouvement. On m'a un peu lancée dans l'action comme ça. Et c'était Gérard Mayen qui m'a un peu mentorée, puisque j'ai fait ma première interview avec lui. Et c'est un grand critique pour le coup de danse que j'admire beaucoup. Et j'ai beaucoup lu. Et je me suis beaucoup aussi inspirée de ses écrits. Et ma première critique, c'était un moment en reportage, je crois, à Rennes, pour Fou de danse. Et c'était pas vraiment de la critique dans le sens où il y avait plein de pièces. Et moi, j'essayais simplement d'articuler les choses et de voir comment ça pouvait faire sens à un moment où il y avait aussi des manifestations dans la ville et que c'était une prise de l'espace public. Donc je pense que j'ai tout de suite lié la critique avec quelque chose d'un peu d'actualité. Comment les pièces résonnent avec l'actualité, c'était ma première définition. Et après, au fur et à mesure, je pense que j'ai un peu étoffé cette définition, toujours en accumulant des choses. Et il y en a une qui ensuite est venue, c'était celle de faire coexister les œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit aussi dans l'archive choisie. Faire exister des œuvres les unes avec les autres et les inscrire dans une culture
Alors, moi, j'ai essayé de faire ça aussi, je pense, dans mes critiques, à un moment donné. Donc, quand j'avais un peu plus d'assises, quand j'étais un peu plus à l'aise avec mon écriture, j'ai essayé de toujours essayer d'expliquer la pièce que j'avais vue en le mettant en relation avec d'autres choses. Alors, c'était pas forcément toutes les œuvres du chorégraphe, de la chorégraphe, mais c'était aussi avec des textes ou des choses, ou peut-être aussi essayer d'expliquer certains mouvements ou certaines filiations dans la danse, parce que je trouvais, à ce moment-là, quand j'écrivais, qu'il y avait beaucoup de choses qui se perdent, en fait, dans la culture chorégraphique, c'est-à-dire que à la fac, donc j'ai fait Paris 8 comme toi, Belinda, on nous apprend énormément de choses, il y a vraiment énormément de savoir, mais après, je ne retrouvais pas forcément ce savoir-là dans les textes critiques que je lisais, et j'avais envie de, voilà, juste partager de façon super peut-être naïve ou un peu peut-être juste généreuse, de me dire, bon, bah voilà, il y a ça que je sais, je peux mettre ça dans le papier, donc du coup, ça doit donner des critiques un peu longues, et c'était aussi en étant permanente à mouvement que je pouvais me permettre de prendre ce temps-là, d'avoir un peu une critique un peu étoffée, parfois presque un peu historique, tout ça. Et après, en redevenant indépendante, et là je le lis un peu à mon statut actuel, je pense que ma critique, elle a gagné de mes deux définitions, donc d'actualité et puis après d'étoffer. Et aujourd'hui, j'essaye de angler davantage, donc de faire des critiques plus courtes aussi pour une lecture plus rapide, mais qui soit assez condensée. Et donc de trouver toujours un angle qui soit le plus précis possible, et donc c'est-à-dire d'affiner mon regard. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est le rôle, mais en tout cas ma définition, c'est toujours un petit peu affiné vers quelque chose de toujours un peu plus précis. Mais la question du rôle de la critique, je trouve que c'est toujours compliqué parce que j'ai pas l'impression d'avoir une mission spécifique à remplir à titre personnel. Par contre, c'est des choses avec les étudiants avec qui je travaille, les jeunes, quand je fais de l'éducation aux médias, on en parle quand même pas mal du rôle, et c'est une question que je leur pose aussi parce que ça m'intéresse de savoir ce que eux ils en pensent, même si moi je suis pas super convaincue qu'il y a un rôle spécifique à remplir. Mais ce qui revient beaucoup pour eux, c'est aussi la question de pouvoir s'exprimer. Alors eux, ils mettent pas forcément le mot avis ou opinion ou juger. D'ailleurs, j'essaie de leur dire qu'on ne rend pas justice, comme ça a pu être dit dans l'archive. Mais quand même, le fait de pouvoir dire quelque chose, penser à comment on va l'écrire, comment on va le dire, et essayer de trouver aussi un vocabulaire intéressant ou des jolis mots, comme ils disent, ça revient. Et aussi, une autre chose qui revient dans le rôle de la critique, c'est de pouvoir garder une trace et aussi de savoir un peu ce à quoi on va s'attendre. Et ça, c'est aussi dit dans l'archive, et peut-être que je suis un peu d'accord avec ça, c'est donner des images, et aussi quand on pense à une pratique culturelle, qu'on va dépenser de l'argent pour aller au spectacle aussi, savoir ce à quoi on va s'attendre et peut-être pas foncer les yeux fermés parce qu'on n'a pas une pratique comme nous, on va aller voir, 3-4 spectacles par semaine, et peu importe si c'est, entre guillemets, quelque chose qu'on aime ou quelque chose qu'on n'aime pas, peut-être s'assurer d'avoir un minimum de connivence avec la pièce. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu souvent en classe. Et voilà, ça c'est ce que je voulais partager sur le rôle du point de vue de mes étudiants ou jeunes avec qui je travaille. Beaucoup de choses, et c'est vrai que ça mériterait un épisode entier sur cette question-là et sur vos pratiques respectives et comment vous les pensez et vous les mettez au travail quotidiennement. Mais peut-être je passe le micro à Belinda pour pouvoir à la fois réagir sur l'archive et sur ce que vous dites, Léa, et on met tout de suite cette pratique en pratique, j'allais dire, avec les spectacles qu'on a un peu mis à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va peut-être mettre en place cet épisode critique, on va peut-être un peu plus tirer un fil autour de ce métier pratique. Belinda. Moi, je rejoins vraiment Léa sur tout ce que tu as dit, mais c'est normal parce que je pense que tu as été une des premières personnes qui a édité mes critiques. Donc mon regard critique s'est formé aussi avec Mouvement, avec toi, ta manière de voir la critique. Je pense que la pratique et les visées que peut avoir la critique, elles sont multiples. On traverse des choses qui sont très différentes, et en même temps, la réception de nos critiques, moi j'ai plus l'impression que... J'ai pas non plus l'impression d'avoir une mission, mais j'ai l'impression que on nous donne des missions malgré nous, et qu'elles sont très multiples. C'est-à-dire que selon le point de vue, selon un point de vue de lecteur, on va dire spectateur, selon un point de vue de programmateur de salle, selon un point de vue d'artiste, en fait, notre critique, elle va avoir une fonction. Alors, j'ai pas l'impression de moi avoir une fonction en tant que critique, mais j'ai l'impression que mes textes critiques et nos textes critiques ont des rôles à jouer à certains moments dans l'écosystème artistique qui sont très multiples et qu'on contrôle pas du tout. Et en fait, il y a presque un côté, pour reprendre la notion d'humilité qui apparaît dans l'extrait, oui, en fait,
quelle que soit notre intention avec la critique, j'ai l'impression qu'à la fin, ça nous échappe un peu. Donc finalement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'accrocher très fort à l'image qu'on pourrait renvoyer parce que ça va être de toute façon interprété? Peut-être c'est là où la critique, elle rejoint peut-être aussi les œuvres artistiques, dans le sens où ça part dans le monde et puis à un moment, on ne contrôle plus. Mais je pense que oui, pareil, au fil de mon activité, j'ai essayé d'explorer différentes choses et de tester différentes choses et de voir ce que ça pouvait produire. Et je pense qu'il y a un volet qui me semble aussi, qui est exploré en analyse d'œuvres, déjà en danse, je sais, c'est aussi de construire des outils en fonction des œuvres qu'on voit. Donc ça, c'est... la dernière fois, j'ai parlé beaucoup du corps et tout ça, mais là, du coup, je parle de cet autre aspect, de dire, en fonction des esthétiques et en fonction peut-être des intentions artistiques, parce que on est souvent en contact avec les intentions artistiques, qu'est-ce qu'on en fait? Quels outils on va déployer en fonction des pièces qu'on voit, sachant qu'on ne peut pas... on est en effet pris par le temps, on va pas... travailler 2 mois et réfléchir 2 mois sur une critique, souvent ça va être une après-midi. Donc il faut choisir un truc, un angle, un outil. Et voilà, ça c'est, je pense... Et je trouve que d'être dans ce dialogue entre les pièces, il y a certains outils, je pense parfois intuitivement, qui peuvent nous venir et on se dit, voilà, maintenant je vais analyser cette pièce comme ça, en regardant... telle chose en me basant sur tel prisme. Voilà. Léa, vous voulez réagir tout de suite? Je voulais juste réagir sur ce que tu disais, Belinda, sur le rôle des pairs. Si moi j'ai été ton éditrice, moi c'était surtout Aïnoa Jean Calmette, qui était rédactrice en chef de Mouvement, qui m'a inculqué la critique, en tout cas qui m'a lancée sur le terrain. Et je sais que ma définition a à un moment beaucoup opéré un tournant à un moment donné où, me voyant dans une pratique critique plus installée, elle m'avait posé cette question, non pas sur le rôle de la critique, mais c'était de me demander, est-ce que tu saurais définir ce que c'est la critique? Et elle m'a dit, je ne te demande pas une réponse immédiate, mais quand tu voudras en parler, on en discutera toutes les deux. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'ai cherché au fond de moi-même, en fait, oui, c'est quoi ce que je suis en train de faire? Et qu'est-ce que vraiment j'ai envie d'en faire? Et c'est à ce moment-là que cette envie de partager un peu plus ce que je savais sur la danse et ses savoirs sur la chorégraphique est apparu. Donc je pense que le rôle de ton éditeur, ton éditrice, dans ces moments-là, en fait, il est assez crucial pour définir toi ce que tu es en train de faire alors que tu sais pas... Enfin, tu es juste en train de le faire, quoi. Merci beaucoup de ce partage généreux et c'est une réflexion en mouvement que je sens aussi à l'œuvre chez vous et on va poursuivre en tout cas ce fil-là en allant tout de suite avec l'écoute du premier extrait. Un premier extrait du spectacle Toi, moi, Tituba, un solo créé et interprété par Dorothée Mounianeza elle-même, qui est chorégraphe, danseuse, performeuse et chanteuse, on va peut-être en parler, accompagnée sur ce projet par Kiam Alami, qui signe la création sonore et musicale, et qui est très présente, comme on a pu l'entendre dans cet extrait. Peut-être une première impression, qu'en avez-vous pensé, chère critique ?
Alors moi, le souvenir que j'en ai de cette pièce, c'est d'un espace en transformation en permanence. Elle occupe la scène et elle se sert de tous les éléments de mise en scène pour nous transporter dans des espaces différents. C'est une pièce qui est étiquetée danse, mais il y a l'aspect de pluridisciplinarité ou de transdisciplinarité. Je ne sais pas quel terme est le plus adapté, mais qui me semble primordial dans son travail, dans le sens où le chant, la musique et, je pense, la scénographie sont intimement liés. Peut-être on peut appeler toute cette dimension danse, en tout cas, enfin, dans le sens où la voix fait partie de la danse, en tout cas nous met dans un mouvement et nous met dans cette transposition d'univers très différents. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'expérimenter, sensoriellement, j'ai trouvé ça assez riche, dans le sens où les différents tableaux qui se transforment, il y a une sorte de porosité comme ça entre ce qu'on pourrait appeler les différentes parties, font voir, donnent à entendre et à sentir des textures différentes, des paysages, il me semble que je l'ai déjà dit, mais des atmosphères, quoi. Donc, c'est principalement ça qui m'a marquée. Léa. Alors, moi, c'est vrai que pour parler d'une pièce, souvent, j'essaye aussi de me baser sur mes souvenirs. Et je sais que j'ai une mémoire qui est pas toujours infaillible. Et ça, c'est quelque chose qui me gênait beaucoup au début dans la critique, de ne pas pouvoir me souvenir. Mais aujourd'hui, j'ai complètement lâché. Et justement, le fait de ne pas me souvenir de tout, ça m'aide beaucoup. Et justement, dans ce que je me souviens, donc je me souviens effectivement de cette atmosphère qui était assez épaisse, assez dense. Je me souviens de son corps qui était souvent lourd, assez ancré dans le sol, des gestes plutôt lents dans le début et qui petit à petit se sont ouverts. Et donc dans le corps que j'ai vu, c'était un corps qui était très fermé, les mains jointes dans tout le début de la pièce où elle avait l'air d'arpenter l'espace qui est bordé de plusieurs néons qui sont la seule éclairage, en tout cas le seul éclairage visible. Il doit y avoir certainement d'autres effets lumière, mais c'est la source lumineuse qui permet de voir son corps à elle qui se déplace dans l'espace. Et petit à petit, au fur et à mesure de la pièce, j'ai senti que ce corps-là s'ouvrait, donc dans des gestes un peu plus amples, qui prennent plus l'espace, et aussi dans la posture de son corps qui, tout d'un coup, ouvrait les épaules, ouvrait le bassin aussi. Et c'est ça un peu le souvenir que j'ai de cette pièce. Et pour l'atmosphère la plus globale, donc j'ai dit un peu épaisse, mais pour moi, il y avait un sens de, j'ai envie de dire lourdeur, mais c'est pas du tout le bon mot, c'est un peu péjoratif, de quelque chose dense. La densité me souffle Belinda, c'est exactement ça. L'épaisseur, la densité, quelque chose qui nous enveloppe un peu. Je veux tout de suite poser une question qui est peut-être annexe, mais peut-être va permettre de rebondir. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes le genre de spectatrice qui lisait les programmes de salle ? Parce que là, on va arriver peut-être sur le propos et de quoi on parle, de comment on regarde la danse pour ressentir, pour avoir le sens. Est-ce que vous vous renseignez sur le propos de la pièce avant de la voir ou pas du tout ? Vous préférez vous laisser surprendre par ce qui se passe au plateau, Belinda ? Maintenant, j'évite de plus en plus de regarder les programmes de salle, mais la plupart du temps, on n'a pas vraiment le choix parce que souvent, on écrit des annonces, on fait des interviews pendant la création des spectacles ou avant la création des spectacles, donc avant d'avoir vu le spectacle. Donc, je pense que c'est comme j'ai été un peu forcée de le faire avant, maintenant j'essaie de ne pas... Quand j'ai le luxe de ne pas le faire, je ne le fais pas. Et après, je pense que les textes de salle peuvent produire des choses très différentes. Parfois, elles peuvent être des indicateurs et parfois, elles peuvent nous emmener sur d'autres routes. Elles peuvent nous... Je pense que, comme toi, Léa, il y a cette question de la mémoire dans la critique qui est omniprésente, en fait, quand on écrit, parce qu'on essaye systématiquement de se raccrocher à des souvenirs pour pouvoir écrire le texte. Et c'est un peu peine perdue. Enfin, il y a un peu, quand il parlait d'humilité dans l'extrait, oui, en fait, on est humble parce que on n'est pas des enregistreurs, quoi. Donc, forcément. Et en fait, tout ce qui arrive, je pense, tout ce qui est satellite à la pièce, nous influence dans notre mémoire et va formater, va construire le souvenir qu'on a de la pièce. Donc c'est à la fois la personne avec qui on était, le texte qu'on a pu lire, ce que quelqu'un a dit dans la salle à un moment. Tout ça, en fait, toute cette expérience-là et tout ce qui a pu se produire, en fait, un peu autour du spectacle, va de toute façon construire
notre souvenir du spectacle, donc construire notre critique. Et finalement, qu'est-ce qui reste ? Je ne sais pas ce qui reste du spectacle dans le spectacle finalement, mais c'est imprégné de plein de choses. Et en partie de ces textes-là, même parfois quand on les a pas lus, on peut... Il y a des porosités, quoi. On peut se laisser traverser sans le savoir par ces textes, parce que peut-être ils existent à un endroit, peut-être on a vu une pub sur Instagram, je ne sais pas. Léa, par rapport à cette question. Alors un peu, je te rejoins Belinda sur quand on peut ne pas lire les textes et que c'est possible, effectivement, je trouve que c'est toujours un plaisir de rentrer dans un spectacle sans savoir rien du tout en fait, à venir presque avoir un regard très, très neuf, très naïf et voir ce qui justement nous atteint ou pas, et du coup d'être un tout petit peu plus peut-être proche de ce que nous on est, ce qu'on sent. Mais je pense qu'aussi, donc étant un peu, forcé à lire les choses, parce que soit on écrit souvent ces textes aussi de présentation et de communication, soit aussi pour simplement réserver ses billets aussi, on va tomber sur le site du festival, puis on va aussi les lire. Et puis aussi par réflexe, j'ai l'impression que moi je lis par réflexe les textes quand ils me tombent dans les mains, quand on a le programme de salle. Donc on est presque toujours porté par ces textes. Mais j'ai quand même l'impression que j'arrive maintenant à faire la part des choses et à un peu les oublier. Enfin, c'est des textes que je lis, mais je les mets dans un coin de ma mémoire. Et même si, bien sûr, on en est un peu empreinte, quand on regarde la pièce, il y a quand même une partie de moi qui sait que c'est pas la pièce, quoi. Qu'on peut voir des choses qui sont pas dans le texte, ou que, au contraire, le texte nous dit des trucs qu'on va pas du tout voir dans la pièce. Et ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est aussi les images qui accompagnent les créations. Et en l'occurrence, là, sur la pièce de Dorothée Medianesa, il y a une image très forte d'elle qui a ses mains qui encadrent sa tête et qui a les yeux à peu près clos. Et je crois qu'elle a un trait d'eyeliner bleu électrique. Et il y a ce costume blanc, presque un peu transparent, qui est sur ses épaules. Et j'ai l'impression que cette image, elle est assez représentative finalement d'une partie de la pièce, mais seulement une partie. Et dans ma tête, en fait, en voyant le spectacle, j'avais vraiment cette image, elle était très imprégnée dans ma mémoire pour le coup. Je suis venue au spectacle avec cette image en tête, plus que le texte. Et en fait, j'ai été quand même assez surprise de voir qu'il n'y avait pas que ça, qu'en fait, il y avait d'autres images qui allaient se créer. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais complètement colonisée dans ma tête par cette image-là. Et j'ai encore un peu du mal aujourd'hui à m'en défaire. Et quand je replonge dans mes souvenirs, c'est un peu celle-là qui me revient en tête. Donc il y a quand même aussi une force du texte qui nous traverse. Mais je trouve que encore plus, c'est les images qui accompagnent les spectacles qui en fait vont venir tout de suite, pour moi en tout cas, dans mon esprit. C'est une question passionnante aussi qu'on pourra, je pense, creuser une autre fois sur ce qui précède à nourrir notre inconscient avant d'aller à un spectacle. Mais si je vous posais cette question, c'est aussi pour servir un peu l'extrait qu'on va écouter ensuite autour de la pièce, qui va plus nous éclairer sur les inspirations qui ont donné aussi le point de départ de la pièce, et pour revenir un peu peut-être au propos. Devenir Tituba. S'en aller prendre soin des vies qui gisent dans les archives. Communiquer avec les invisibles. Écouter les spectres. Y retrouver du sien, du commun, du familier. Une trame dans laquelle se situer, se réaxer dans l'entremêlement des pans, des plis de l'histoire. Tituba m'a permise de nommer les miens, de renouer des liens dont il reste encore à comprendre la trame. Raconter ainsi cette histoire, devenue lisible, intelligible et dissible grâce à Tituba, grâce à Maryse Condé et à la littérature guyano-antillaise, ne s'apparente pas à une quête de l'origine,
mais à une quête de mondanité, de réalité. Elle est aussi une forme de vengeance épistémique. Une vengeance contre la page blanche et la parole tue, éteinte, contre le non-sens et la déréalisation. Enfin, il est un hommage à la mémoire d'Isabelle. C'est elle, ici, que je voulais raviver. C'est elle que je voulais écouter. À elle que je voulais parler. Être relié. Moi, toi, nous, Isabelle. Alors vers la fin de la pièce, et même si on n'a pas lu la note d'intention, on devine peut-être un peu dans quelle lignée de femmes écrivaines et intellectuelles afrodescendantes Dorothée Mounianeza souhaite s'inscrire. La voix de la philosophe Elsa Dorlan porte ce texte dont on peut extraire cette phrase. Devenir Tituba, c'est s'en aller prendre soin des vies qui gisent dans les archives, c'est communiquer avec les invisibles, où l'on comprend donc que Tituba, c'est la figure de cet esclave accusé de sorcellerie à l'aube du procès de Salem, auquel l'écrivaine et journaliste Maryse Condé a dédié un roman historique en 86. Mais comment cet éclairage dramaturgique vient compléter ou servir la danse? Est-ce utile pour vous, vous diriez, Léa? Alors, je ne sais pas si c'est utile, mais en tout cas, c'est vrai que sans cet extrait au sein de la pièce, on n'aurait pas peut-être toutes les références littéraires, philosophiques et la pensée qui entourent la chorégraphe et interprète Dorothée Mounianeza. Et je pense que la pièce pourrait se passer sans ça, sans qu'on comprenne un peu qu'elle écrit avec d'autres, qu'elle écrit avec Maryse Condé et Elsa Dorlan. Et cette Isabelle, donc Isabelle qui reste pour moi quand même une énigme. J'ai fait quelques recherches après coup, mais j'ai pas forcément trouvé la réponse et j'ai pas forcément cherché plus loin la réponse. Et on pourrait sortir de la pièce en sentant qu'il y a d'autres présences, qu'elle est accompagnée, que je disais un espace qui est épais. Pour moi, c'est ça, cette épaisseur, c'est de savoir que elle est certes toute seule sur scène, mais que il y en a d'autres. Il y a d'autres comme elle, il y a d'autres femmes, il y a d'autres présences qui sont avec elle. En revanche, cet extrait, quand même, je trouve qu'il a sa place dans la dramaturgie parce que tout d'un coup, il nous éclaire et peut-être aussi, il valide certaines impressions qu'on peut avoir par le corps et le sensible en se disant, ok, bon, il y a des choses que j'ai senties, que j'ai vues, mais en fait, là, ça vient valider ça et quelque part, ça te conforte peut-être un peu dans ce que tu ressens. Moi, c'est ce que j'ai senti. Voilà pour cet extrait. Mais Isabelle, après, du coup, pour moi, je me suis fait une petite histoire. Isabelle, c'est une proche. Isabelle, c'est la personne peut-être qu'on connaît toutes. Les femmes, ça pourrait être n'importe quelle femme en fait. Notre sœur, notre mère, notre amie. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que ça ouvrait aussi la porte à une appropriation pour chacun et chacune d'entre nous. D'avoir comme un lien direct avec nous spectatrices. Juste avant de vous passer la parole, Belinda, je crois avoir lu quelque part, parce qu'en fait, moi, j'ai vu la pièce à la Ménagerie de Verre cet automne, et donc je me suis posé forcément cette question-là, et je pense que je suis tombée sur une réponse, mais je ne suis pas retombée dessus dans la préparation, que Isabelle, ce serait la grand-mère d'Elsa Dorlan, qui est d'origine antillaise, je crois, mais... Voilà, est-ce que c'est quelque chose que je me suis raconté à un moment donné aussi ou est-ce que c'est quelque chose qui est véridique que j'ai trouvé dans un document? Bon, voilà, je sais pas si Belinda, vous avez plus d'informations là-dessus. Pas plus d'informations sur Isabelle. Mais je trouve que ce passage, il ouvre et il enrichit la pièce qui en effet comme peuplée de présence et c'est vrai qu'on le, comme tu disais Léa, on le sent. Et ça vient peut-être mettre un peu plus de matérialité ou des images un peu plus claires ou des références un peu plus claires sur ce qu'on pourrait sentir au départ. En effet, on voit qu'il y a une généalogie de femmes et d'artistes et de penseuses qui se dessinent dans cette pièce. Et je trouvais aussi, mais déjà dès le titre, que cette pièce, c'est une invitation à la littérature, à poursuivre, comme si cette pièce a été
une partie d'un monde, en tout cas, ou une ouverture vers un monde qu'on pourrait, nous, continuer à explorer en lisant. Et moi, ce livre... cette pièce, elle m'a donné envie de lire, en fait. Je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de poursuivre. Et je pense que c'est le genre de pièce qui me touche aussi et qui pique ma curiosité, parce que c'est très ouvert et ça nous laisse beaucoup de place de réflexion et ça convoque beaucoup de monde. Et elle n'est pas fermée, c'est pas une pièce qui est fermée sur elle-même. Et je crois que c'est le genre de pièce que j'aime voir, et parce que aussi elle continue de vivre, et la manière dont on en parle là, et tous les fictions, les délires, les souvenirs qu'elle peut convoquer par la place qu'elle nous octroie, en fait, la rend très vivante et très riche. Mais la question pour moi aussi, c'est est-ce que la danse ne se suffit pas à elle-même? Est-ce parfois important ou utile de la faire parler en quelque sorte, Léa? Alors, dans l'absolu, le mouvement dansé, il y a des pièces qui ont vraiment pas du tout de texte, ou voilà, qui vont se concentrer purement sur le geste, même parfois totalement en silence, ou qui vont aller chercher uniquement des mouvements de corps. Il n'y aura pas même d'aspect graphique à tout ça. Mais là, je trouve que dans le travail de Dorothée Mognanesa, la danse, c'est un élément parmi énormément de choses dans une partition qui est assez complète. Donc il y a la musique, il y a le texte, la littérature, on l'a dit. Il y a aussi tout cet aspect graphique, justement, très minimaliste. Et je pense que c'est ce minimalisme-là aussi qui permet à nous d'avoir pas mal de place. Parce qu'en fait, il y a quand même assez peu de choses sur ce plateau. Il y a des néons qui sont blancs, il y en a un qui est violet, enfin violet et rose selon les perceptions. Le musicien, il est quand même pas sur scène, donc c'est très abrupt, quoi. Il y a pas beaucoup de choses. Donc il y a le côté graphique et il y a le côté aussi intellectuel. Et pour moi, tous les éléments dans cette pièce-là, ils cohabitent pour former cette pièce qu'on ne pourrait pas vraiment cataloguer. Bon, c'est de la danse, certes. Je pense que quand même, si on devrait la mettre dans une seule case, ce serait la danse. Mais mine de rien, c'est une pièce qui est quand même très pluridisciplinaire. Et je pense que ça vient aussi du fait du parcours de Dorothée Mognanesa, qui était d'abord dans la musique. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais et on l'a pas encore dit, mais elle chante aussi, on l'a entendu dans l'extrait. Elle chante et elle a une voix qui est assez claire, assez grave, que je trouve très belle. Et il y a aussi la langue, qui est aussi un élément qui vient s'ajouter, donc sa langue du Rwanda, l'anglais et le français. Et voilà, donc la danse, dans tout ça, c'est vrai qu'elle pourrait paraître, à première vue, si on pense que c'est qu'un spectacle de danse, ça pourrait paraître un peu perdu dans tout ça. Mais je pense qu'il faut vraiment le voir comme un spectacle, tu as dit, transdisciplinaire ou pluridisciplinaire, ou presque même inclassable, je dirais. Et même, je pense que nos catégories, elles sont évidemment très eurocentrées, en fait. Et peut-être, il n'y a pas de... Comment dire ? C'est un spectacle aussi, je pense, où le corps est très présent. Mais en fait, la danse, elle est aussi dans le chant, elle est aussi dans la pensée. En tout cas, le mouvement, il est convoqué à différents endroits. Et comme tu disais, il y a quelque chose de... Ça ne pourrait pas être autrement dans son travail, en fait. En effet, je pense que chez certains artistes, le mouvement dansé n'a pas besoin d'explications en particulier, même si c'est dans le silence et même si c'est seulement des gestes. Là, ça fait partie de l'entièreté de ce qu'elle propose. Alors, peut-être pour se rapprocher vers la fin de cette séquence-là, comment inscrire cette pièce dans le répertoire de Dorothée Mognanesa, si vous avez connaissance d'autres pièces ou pas, ou par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la pratique de critique, comment la mettre en perspective, cette pièce-là, soit avec d'autres, peut-être qu'on va le voir avec la deuxième proposition de Mamela Niemza, ou simplement, voilà, comment vous la recevez dans un rhizome d'autres choses auxquelles vous pouvez connecter. Léa? Alors moi, j'ai pas vu d'autres pièces de Dorothée Mognanesa, donc c'est vrai que je peux pas faire des liens très audacieux ou très précis. Par contre, c'est vrai que j'ai lu, pour le coup, sur le reste de son travail, ou en tout cas, j'ai un peu une petite constellation qui se met en place. J'ai l'impression que sa première pièce, donc ça s'appelle Unwanted, et qui a été créée en 2017, qui était autour de viols commis pendant le génocide du Rwanda. Donc, qui parlait des viols qui ont été commis pendant le génocide du Rwanda. Et elle dit que, donc, elle est rwandaise et elle est partie, je crois, dans les années 90 avec sa famille en Angleterre. Elle dit qu'elle n'a pas connu ces événements-là.
donc ni le génocide puisqu'ils sont partis avant, ni les viols, c'est pas quelque chose qu'elle a connu dans son corps, mais pourtant elle se dit porteuse de cette archive, porteuse de cette mémoire, et elle parle du corps comme un lieu d'archive, lieu d'archivage. J'ai l'impression que cette pièce-là, donc plusieurs années après sa première création, elle continue de tracer ce fil-là. Donc si j'avais peut-être, dans ma méconnaissance de son œuvre, je pourrais quand même dire que j'ai l'impression qu'elle creuse ce sillon-là de la mémoire et de la commémoration aussi. De comment aussi on rend hommage à d'autres qui ne sont pas notre histoire personnelle. Donc elle sort de vraiment le côté très auto-centré, mais pour autant elle parle d'une histoire à laquelle elle s'affilie et elle rend hommage à d'autres qu'elle. Et donc je pense que le côté aussi épais dont on parlait, ça donne un aspect aussi presque un peu solennel à son travail. Et voilà. Alors moi j'avais vu Maï aussi à Chaillot. Je trouve qu'elle continue à tisser la même tapisserie, on va dire, et dans Maï il y a plein d'artistes qui sont pas forcément danseuses, il me semble aussi chanteuses, même comédiennes, et il y a ce réseau comme ça artistique de femmes et de pratiques en fait qui va vers une même chose, qui dans une sorte d'en commun. Donc là c'est un solo, mais il y a toutes ces présences et toutes ces pratiques et toute cette résonance qu'il y a dans la pièce, et je trouve que c'est assez similaire à Maï. En tout cas, je l'ai vu dans une même continuité, et je pense que le fait de l'avoir vu m'a fait avoir aussi cette vision de Toi, moi, Tituba. Il est temps peut-être de passer à notre deuxième pièce. On passe donc à la seconde pièce avec Hatchet Ensemble de Mamelanie Hamza, qui a fait l'ouverture du Festival des rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. Mais pour cette pièce, notre discussion critique va prendre une forme particulière, puisque vous, Léa, vous n'avez pas pu la voir, mais Calista Croisière, qui a participé au premier épisode critique, a pu la voir, mais ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour l'enregistrement. Alors on va faire une discussion un peu hybride entre Belinda et Calista, qui m'a envoyé plusieurs capsules sonores pour nous partager son analyse. Mais d'abord, quelques mots sur la pièce. Mamelanie Hamza est une artiste, chorégraphe et activiste sud-africaine. Ses passages ont été jusque-là assez rares en Europe. Pour ma part, je n'avais vu qu'un seul solo d'elle, Black Privilege, au Festival de la Bâtie à Genève il y a 2 ans. J'ai eu à cette occasion le plaisir de l'inviter dans le Beau Bizarre et de converser avec elle autour de son parcours et de ce solo, qui n'avait laissé personne indifférent. J'invite les auditeurs et les auditrices à écouter l'épisode numéro 17 du Beau Bizarre pour entendre cette parole rare. Aujourd'hui, elle revient avec Hatchet Ensemble, une pièce de groupe, avec
9 danseurs et danseuses, une chanteuse et un musicien percussionniste sur scène. Une pièce qui s'inscrit dans le prolongement d'un solo qu'elle avait créé en 2007, Hatchet, autour de son identité de femme, mère, artiste et lesbienne. Pour cette version de groupe, on arrive dans la salle et les interprètes sont déjà sur scène, dans un clair-obscur sur la musique de Camille Saint-Saëns, La mort du cygne en boucle. Alors avant de vous donner la parole, Belinda, sur la pièce, j'aimerais que l'on entende le premier avis de Calista pour que vous puissiez réagir dessus aussi. Alors pour rappel, Calista Croisière termine un master d'histoire transnationale à l'École normale supérieure de Paris. Ses recherches portent sur la formation du corps de ballet du théâtre municipal de Rio de Janeiro. Elle est chroniqueuse danse pour Mouvement et Springback Magazine, un média anglophone spécialisé dans la danse contemporaine, et elle est également critique théâtre pour Les Échos. On l'écoute. Quand on est rentré dans la grande salle du théâtre public de Montreuil, les artistes étaient déjà sur scène, en costume, et visiblement en train de se préparer, mais surtout on entendait déjà la musique, à savoir Le Cygne de Camille Saint-Saëns. Et pour moi, immédiatement, ça a évoqué La mort du cygne, c'est-à-dire le solo chorégraphié par Michel Fokine pour Anna Pavlova en 1907. Et cette image est profondément ancrée dans mon référentiel en raison de ma formation universitaire. Et donc tout de suite, la pièce de Mamela Nyamesa, qui n'avait même pas encore commencé, était associée à la figure d'Anna Pavlova, donc cette grande ballerine d'origine russe de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui a beaucoup contribué au perfectionnement des pointes, du point de vue de la technique de la danse, mais aussi de l'objet lui-même, et dont l'un de ses plus grands succès, à l'époque, si ce n'est le plus grand, c'était justement cette interprétation de La mort du cygne. Et par la suite, au cours du XXe siècle, il y a beaucoup de grandes danseuses qui ont repris ce solo, comme par exemple Yvette Chauviré ou Maya Plisetskaya. Et donc, la musique choisie par Mamela Nyamsa a une charge symbolique très forte que voilà, j'ai identifiée tout de suite, mais ce n'était pas forcément le cas de toute la salle. Et en fait, même si la référence n'est pas évidente pour tous les spectateurs, la partition, qui fait jouer un violoncelle et un piano, dégage en elle-même quelque chose de mélancolique, d'élégiaque, qui fait qu'on peut facilement la rapporter à un certain univers, voire à un ballet. On peut même la confondre avec, par exemple, Le Lac des Cygnes, qui est plus largement connu et qui renvoie finalement au même type d'imaginaire. Qu'est-ce que vous en dites, Belinda ? Moi, j'ai ressenti exactement ce que nomme Calista, c'est-à-dire une sorte de mélange et de floutage des imaginaires entre La mort du cygne et Le Lac des Cygnes au début de cette pièce, en me disant ça renvoie à un imaginaire du ballet classique et de quelque chose en effet d'une forme d'élégie mélancolique avec ces danseuses qui sont, il me semble, au début de dos, plutôt immobiles ou dans des poses lascives. On voit que cet univers du ballet classique est pris un peu à rebours parce que déjà elles sont torse nu, de dos, elles n'ont pas des tutus ou des costumes. Alors il me semble qu'elles ont des jupes qui sont un peu sculpturales avec des pics, donc quelque chose qui serait plus, on va dire, peut-être un peu plus agressif, on va dire, que les tulles vraiment légers du ballet classique. Donc on sent déjà une sorte de renversement de cet univers et une volonté de s'inscrire un peu à rebours de ça. Ça, ouais, j'ai tout de suite ressenti. Et dans une forme aussi il y avait des poses, un peu ces poses lascives qui allaient à l'encontre de la virtuosité que des danseuses classiques, quoi. Mais qui collait quand même à une forme de grâce et d'idée de la beauté. Mais en tout cas, c'est un tableau qui est assez marquant dès le départ quand on entre. Justement, sur cette idée de la déconstruction des codes du ballet pour hybrider la danse, Calista, elle en parle aussi. Pour moi, la pièce donne à voir vraiment, et de façon frappante, une déconstruction à l'œuvre. Donc, on n'arrive pas juste avec une chorégraphie qui aurait déjà déconstruit les codes de la danse classique par un travail de répétition ou de réflexion en amont. On nous donne vraiment à voir le processus de déconstruction. Et ce renversement, en fait, on peut déjà le deviner d'une certaine manière dans le titre choisi, même par Mamela Nyamsa, puisque hatched, en anglais, ça peut se traduire par éclos, donc du verbe éclore. Et pour moi, ça vient s'opposer à la mort du cygne.
puisque l'éclosion renverrait plutôt à la vie, à une forme de renaissance. Et c'est même peut-être d'autant plus marqué que la pièce ici prend une forme d'ensemble. C'était à la base un solo, mais maintenant elle hatched ensemble, donc c'est une pièce pour plusieurs interprètes qui s'oppose donc également à la mort du cygne qui est un solo. Mais donc, ça c'est vraiment une lecture très imprégnée de la référence à Anna Pavlova et à la mort du cygne. Mais dans la pièce en elle-même, je pense, je l'ai vu comme ça en tout cas, qu'on peut identifier au moins 3 étapes dans la déconstruction. D'abord, on a cette lente traversée depuis le fond de scène, où les interprètes sont quasiment tous et toutes au sol, en train de se préparer à monter sur pointe, commencent à monter sur pointe un petit peu aussi, et pendant ce temps, la musique de Camille Saint-Saëns tourne en boucle. Et ensuite, on a un temps plutôt de transition, où les interprètes reprennent eux-mêmes et elle-même la musique de Camille Saint-Saëns a cappella, qu'on a entendu encore et encore pendant toute la première partie, et puis glisse vers l'interprétation d'un chant africain tout en continuant la performance. Chant africain qui est d'ailleurs mené merveilleusement par la chanteuse Lito Nkai. Donc pendant ce temps-là, Ilse et elle étendent sur une corde qui traverse toute la scène des vêtements dans les tons rouges, orangés, et donc s'en habille progressivement. Et enfin, je dirais on aboutit à une chorégraphie entre guillemets métissée, mais au sens où on y retrouve des pas de base de la danse classique occidentale, mêlés à d'autres gestes venus de la danse contemporaine, la danse traditionnelle africaine. Et pour moi, ces 3 moments, ils s'enchaînent vraiment avec une fluidité remarquable, et notamment grâce au travail vocal et musical qui accompagne toute la performance. Je pense que sur le plan dramaturgique, il y a quelques passages qui pourraient être resserrés ou densifiés, mais globalement, en fait, il y a une lisibilité du propos de Mamela Nyamsa, et une construction assez fine pour poser clairement son geste et mener le regard là où elle veut, et ça c'est assez fort. Moi c'est une pièce qui m'a un peu déçue au fil des étapes quoi, que Calista a décrit, et je me suis un peu posé la question parce que c'est vrai que en effet, au niveau de la dramaturgie, au niveau de l'interprétation, au niveau de... Il n'y a pas vraiment quelque chose à dire. Enfin, c'est une pièce qui est très bien faite, je dirais. Mais il y a quelque chose qui m'a déçue. Et je me suis un peu posé la question pourquoi j'avais eu je l'avais vécu comme ça. Alors que j'étais plutôt enthousiaste à l'idée de la voir, et je connaissais pas du tout le travail de Mamela Nyamsa. Voilà, j'avais vraiment hâte de découvrir. Et les images aussi, pour parler de la force des images, en tout cas les costumes, j'ai trouvé très marquants, et je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, ça va être incroyable. Et en fait, je pense que la lisibilité, enfin, je me rends compte en écoutant Calista que le fait que la pièce soit très lisible, pour moi, c'est quelque chose de décevant, je pense. Et justement, en miroir avec la pièce de Dorothée Mounianeza, je crois que je suis plus sensible à des esthétiques où il y a une grande part d'invisible, en tout cas dans ce qui est proposé, et que là, en fait, j'avais l'impression de quelque chose de très presque didactique, ou en tout cas... par étapes, on a 3 parties, c'est très clair, il y a cette déconstruction qu'on comprend. Alors je me suis aussi dit, il y a probablement plein de choses qui m'échappent aussi dans cette pièce, mais peut-être c'est cette dramaturgie à laquelle je suis moins sensible que peut-être des choses un peu brouillon ou mélangées, où il faut tirer les fils soi-même. Mais peut-être, en ayant vu le solo avant, j'aurais pu jauger le parcours, enfin en tout cas le chemin parcouru entre... une chorégraphie seule et la présence de ce groupe qui, je pense, que moi j'ai trouvé assez important, en tout cas. Enfin, moi je trouvais que cette pièce était aussi beaucoup portée par l'ensemble, et l'ensemble aussi avec le chant, avec la musique, avec la danse. Enfin, il y a une force du groupe qui fait beaucoup la puissance de cette pièce, je crois.
En tout cas, il y a aussi dans la déconstruction un mouvement qui cherche à brouiller un peu les pistes, notamment des codes de lecture ou des grilles de lecture comme on peut les avoir ici en Occident, notamment le genre dans le ballet. Et cette question-là, Calista en parle aussi dans ce passage. Sur scène, on a donc un ensemble d'interprètes, hommes et femmes, qui sont quasiment tous vêtus à l'identique, c'est-à-dire que les interprètes portent de longues jupes de tulle, hérissées, on pourrait dire, de pince à linge, et torse et buste nus. Et surtout, ils et elles sont toutes et tous sur pointe. Et ça montre en fait que d'emblée, la pièce prend le contre-pied des normes genrées, de façon visible. Voilà, des normes genrées qui régissent la danse classique, ou qui ont en tout cas forment un cadre encore très prégnant aujourd'hui, où par exemple les tutus et les pointes sont étroitement associés, si ce n'est réservés, à une pratique féminine du ballet. Alors qu'ici, les artistes sont directement sur un pied d'égalité dans leur façon de se montrer sur scène. Et c'est aussi le parti qu'avait pris une autre danseuse et chorégraphe sud-africaine, Dada Masilo, qui avait repris le Lac des Cygnes en 2010, en ayant des interprètes hommes et femmes, tous et toutes dans des tutus blancs, comme on peut les imaginer pour une représentation du Lac des Cygnes. Et donc voilà, elle avait repris la pièce avec un certain humour et surtout avec beaucoup de succès, un succès quasi immédiat. Elle a été ensuite jouée en tournée internationale dans les années qui ont suivi. Et Hatched Ensemble, donc on peut dire, s'inscrit dans la continuité du solo Hatched, que Mamela Nyamsa avait donc chorégraphié en 2007, mais aussi dans une dynamique de réinterprétation, de réinvestissement de la danse classique occidentale par des artistes racisés au XXIe siècle, qui trouvent là, il me semble, une expression d'une nécessité d'ouvrir ce domaine à des horizons élargis et surtout de le confronter à ses en-pensées. Donc c'est dans cet imaginaire que Mamela Nyamsa ancre d'emblée sa pièce, et c'est un imaginaire qu'elle connaît très bien puisqu'elle a été formée à la danse classique en Afrique du Sud et qu'elle est passée par la compagnie de ballet d'Alvin Ailey, qui est basée à New York, une compagnie qui a été fondée à la fin des années 50 et qui est l'une des premières à avoir contesté ce postulat très ancré dans la danse classique, à cette époque en tout cas, et puis encore aujourd'hui, d'une certaine manière, postulat selon lequel la physicalité des corps racisés ne serait pas compatible avec la danse classique, sa technique et sa représentation sur scène. Et le parti pris d'Alvin Ailey, ça a été de former des artistes racisés virtuoses en ballet, et en même temps d'opérer une appropriation de cette technique et de ces codes. On est en fait à une époque où la présence d'artistes racisés dans les corps de ballet, elle est très rare, voire inexistante, et c'est encore une question qui traverse le ballet aujourd'hui. Et cette dimension-là de la formation donc de Mamela Nyamsa, il me semble qu'elle est importante pour comprendre le retournement qu'elle vient opérer dans les codes de la danse classique dans Hatched Ensemble. Parce qu'ici, elle s'attache moins à la virtuosité des interprètes, comme le faisait Alvin Ailey, qu'à la déconstruction des stéréotypes et d'autres images d'épinal de la danse classique, notamment en s'appuyant sur différentes facettes de sa formation chorégraphique. Bah oui, je suis tout à fait évidemment, l'analyse de Calista, elle est tout à fait pertinente. Et moi, je suis très surprise en fait que les grands ballets soient toujours dans ce même conservatisme vis-à-vis du genre, vis-à-vis, je veux dire, le ballet reste malgré des tentatives un peu d'être plus inclusif, extrêmement blanc, extrêmement genré. Je trouve ça, c'est génial de voir des artistes un peu déconstruire ça, et je me dis en fait, ça fait quelque temps, et je suis vraiment surprise en fait du conservatisme encore de ces institutions-là, que j'ai plaisir aussi à voir par ailleurs, parce que moi-même je pratique la danse classique depuis que j'ai 6 ans, donc c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, et c'est vrai que se dire qu'on est encore à regarder, à se poser ces questions de race, de genre et de classe autour de la danse classique, qui est une technique qui sert beaucoup certaines esthétiques, qui sont les esthétiques du ballet, qui sont très conservatrices, en tout cas surtout en France. Je pourrais pas me prononcer sur le reste de l'Europe et du monde. Enfin voilà, je trouve ça un peu je trouve ça un peu dommage. J'aimerais bien voir plus de classiques dans d'autres cadres.
Belinda a dû partir pour justement aller voir un spectacle ce soir, puisque c'est aussi ça la vie de critique. Et je vais terminer l'épisode avec Léa qui est toujours là. On va peut-être entendre la dernière parole de Calista sur ce que ça lui a inspiré, cette pièce, encore avant de clôturer. Et de mon point de vue, la pièce interroge aussi les catégories esthétiques, donc la notion de beau dans le ballet et dans la danse occidentale en général. Parce que c'est justement au nom d'une incompatibilité avec des critères esthétiques qui étaient posés comme immuables et inchangeables, qu'on a longtemps nié la possibilité pour les artistes racisés de se représenter sur scène dans certains ballets, comme par exemple dans les ballets dits blancs, entre guillemets. C'est le cas du ballet Giselle, où les danseuses portent traditionnellement une longue jupe de tulle blanc, comme celle convoquée ici par Mamela Nyamsa et en même temps transformée. Donc ce que fait ici la chorégraphe, c'est de revendiquer cette possibilité pour les artistes qu'elle met en scène, de subvertir les codes du ballet et de se les réapproprier. Et donc ce qui est intéressant à voir ici, c'est que ce sont plus les corps qui doivent s'adapter aux normes de la danse classique, mais bien la danse classique qui est adaptée, qui doit s'accorder au corps des artistes. Et donc, d'une certaine manière, sans mauvais jeu de mots, ce sont les artistes qui mènent la danse ici. Et donc il y a quelque chose de libérateur, non seulement pour les corps, mais aussi pour le regard dans cette performance. Déconstruire les codes du ballet et permettre d'y introduire à la fois des corps racisés tout en inversant ou en déjouant les rôles genrés permet aussi pour Calista de libérer donc le regard. Je me tourne vers vous, Léa, même si vous n'avez pas vu la pièce, pour voir comment, après toute cette discussion autour de la pièce de Mélanie Hamza, voilà, ce à quoi ça vous fait penser. Alors on parlait tout à l'heure des textes qui entourent la pièce et les textes de communication. Il se trouve que j'ai écrit le texte de communication pour les rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis autour de cette pièce. Et donc, j'avais quelques éléments plus venant du dossier de l'artiste et des choses que j'ai pu glaner sur Internet afin d'écrire ce petit texte qui présente la pièce. Donc, c'est assez drôle pour moi d'entendre des retours critiques et beaucoup plus incarnés ou plus précis ou plus descriptifs qui me donnent des images sur cette pièce. Et par contre, ce qui est drôle quand même, c'est que dans ce que j'avais donc dû écrire, c'était le propos de déconstruction du ballet et de son hybridation entre des traditions donc sud-africaines et les traditions occidentales du ballet était déjà très présent. Et donc je suis du coup l'artiste, là je parle du coup du point de vue de l'artiste ayant eu le dossier, a entre guillemets réussi à transmettre son propos. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas dans certains dossiers qu'on a et qu'on lit ou des textes qu'on doit écrire. Il se trouve qu'après on voit la pièce ou que quelqu'un d'autre voit la pièce ou nous la raconte et que, entre guillemets, le propos n'est pas passé ou le sujet n'est pas passé. Et je vais pas porter de jugement, c'est bien ou c'est mal que ça se passe de telle ou telle manière, mais c'est toujours intéressant à observer et un peu marrant de se dire qu'il y a une intention qui passe ou qui passe pas, et après la question c'est de se demander pourquoi ça passe à certains moments et pourquoi en fait l'intention principale ou le sujet il passe pas auprès des spectateurs et spectatrices. Mais en tout cas sur cette pièce, ça m'interroge et ça m'a quand même donné assez envie de voir qu'est-ce que ça veut dire aussi faire un ballet avec porter toute cette culture du ballet occidental et comment justement on en crée de nouveaux codes, en passant par la déconstruction obligatoire, mais ça veut dire qu'est-ce que serait l'étape d'après, une fois qu'on a déconstruit tous ces codes-là de genre, de classe, de race dans la ballet, si tant est qu'on puisse les déconstruire, quelle serait l'étape d'après pour le ballet. Et donc j'ai l'impression que c'est plutôt ce genre de questions que me pose la pièce que je n'ai pas vue et qui du coup me font aller vers des imaginaires ou des questions un peu au-delà. J'ai eu envie justement à la sortie de la pièce et dans la continuité de ce que disait là Calista sur la libération du regard, ou en tout cas comment il se fabrique ou comment il se nourrit, et la question de la réception selon qui en est pour voir cette pièce-là ou comment on y situait. Et j'ai fait une sorte de micro-trottoir, entre guillemets, à la sortie de la pièce. Donc, il y a encore 2 extraits qui vont incarner cette parole-là. Donc, on va écouter le premier pour discuter autour.
Hello, my name is Maïjulie Machado. I am a dancer. Bonjour, je m'appelle Maïjulie Machado, je suis danseuse, chorégraphe et je viens du Mozambique. Ce qui est intéressant avec Mamela Nyamza, c'est que c'est une chorégraphe d'Afrique du Sud qui est juste à côté du Mozambique. L'année dernière, ils ont présenté ce spectacle au Mozambique et c'était incroyable de voir des gens comme moi danser si bien le ballet. Pour moi, c'était impossible. Ils étaient superbes, ils étaient beaux, la musique était toujours la même, c'était hypnotisant. Je me sentais hypnotisée par la musique, les mouvements lents. La transformation de la danse classique à la danse traditionnelle d'Afrique du Sud. Et la musique était géniale. C'est impressionnant parce que d'habitude, quand je vois des spectacles de personnes noires qui viennent d'Afrique, j'imagine de la danse traditionnelle, des choses plus confortables pour moi, pas du ballet. Donc c'était génial de voir des gens qui viennent de mon continent, qui dansent aussi bien le ballet, la danse classique, mais aussi la danse traditionnelle. J'étais impressionnée par le début, la lenteur, le calme des danseurs. Si je devais choisir un mot, c'était puissant. J'ai pas lu le texte de description, mais ce que j'ai vu, c'était la possibilité de faire les deux, de donner l'opportunité de faire les deux, de faire la transition entre danse classique et traditionnelle. Peut-être qu'ils voulaient montrer le potentiel des personnes africaines. Et voilà, c'est ça que j'ai vu. Donc au sortir du spectacle, j'ai rencontré cette jeune artiste Maïjulie Machado Napolo qu'on a pu voir par ailleurs dans la dernière pièce de Mathilde Monnier, Blacklight, et j'ai voulu récolter à chaud son avis sur la pièce et je trouve intéressant la question de la réception selon qui regarde. On a eu au menu de notre table critique 2 spectacles signés par 2 personnes racisées avec quasi une distribution 100% racisée aussi. Est-ce que à votre endroit de critique de danse, vous êtes sensible à la question du regard situé? Est-ce que la grille d'analyse critique est la même quelle que soit la pièce de danse, vous diriez, Léa? Alors c'est vrai qu'on n'a pas dit ça au début, mais d'où on parle. Donc moi je suis une personne blanche, une femme blanche, cisgenre, et je pense qu'effectivement mon regard critique est construit par cette situation-là, et il y a certainement énormément de choses que je ne vois pas du fait d'être cette femme blanche. J'imagine que voyant la pièce de Mamela Nyamza, j'aurais pas certainement le regard que décrit cette danseuse et spectatrice, c'est-à-dire de me sentir représentée sur scène dans des gestes d'une tradition occidentale et de voir que le corps, donc mon corps, est aussi ce corps. Par contre, je ne pourrais pas non plus en tant que critique écrire ça à ma personne en m'appropriant ces propos-là. Mais je pense qu'en tant que critique, on est quand même sensible à d'autres regards ou d'autres façons de voir, parce que c'est quand même ça notre matière première de travail, notre outil de travail, c'est le regard, notre corps et être. Et donc, je pense que si on est un peu curieuse de ça, forcément, là, de se demander comment telle ou telle personne, ou comment tel ou tel corps, ou comment telle ou telle singularité va voir la pièce, et se dire, ok, si moi je descende mon regard, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça peut aussi nous aider dans l'écriture. Et encore une fois, dans les mots que j'utiliserai, je les utiliserai pas pour moi-même, mais en décrivant d'autres regards ou d'autres corps qui regardent cette même pièce. Alors, un dernier extrait, là, je pense, qui va peut-être plus être en rapport avec votre pratique de transmission. Moi, je m'appelle Fatoumata Sako, je suis au lycée Clément Ader. Moi, c'est Fofana Fatou Noura, je suis au lycée Clément Ader en classe de seconde en Nagar. Je m'appelle Yanis. Je m'appelle Enora Pauvert. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le spectacle. Il était bien, il était dynamique, il renvoyait de la bonne humeur. J'ai bien aimé. Le début, c'était un peu long quand même, que quand ils étaient par terre, là, c'était un peu long. Après, quand ils étaient en rouge, c'était plus dynamique, donc j'ai préféré, parce que je préfère les trucs quand même dynamiques. Il y avait un coq, une voiture
et des trucs dans les champs là, pour faire tourner le vent. J'ai compris le réveil d'une famille ou d'un peuple le matin. Au début ils étaient un peu tout nus, à part le bas. Et après, ils prenaient des vêtements un par un et ils les nettoyaient. Et après, ils les mettaient. Et ils re-enlevaient leurs anciens vêtements et ils les nettoyaient. En fait, c'était des femmes noires aussi. C'était des femmes noires qui montraient le haut du corps. C'était des personnes noires et on les voyait nettoyer le sol avec les draps rouges. Les filles, leur manière de faire, leur manière de bouger, la décoration. En fait, et la chorégraphie aussi, elle était bonne. Hein. Franchement, ça m'a fait penser à ce que les gens y vivaient avant. Je pense que ça parlait de leur ancienne vie, je pense. Il y avait ce côté un peu triste quand même, parce que ça me faisait repenser à des choses qui se sont passées avant. Mais après, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Il y avait de la bonne humeur. Il y avait de la bonne humeur, ça transmettait un message mais qu'on arrivait à comprendre facilement. Après, moi c'est mon avis. Après, je sais pas franchement de quoi ça parle. Mais moi franchement, en regardant ce spectacle aujourd'hui, c'est ça que ça m'a fait penser à ça. Je dirais que c'est plus accessible. Hein. C'est pour dire que c'est fini et que maintenant on est tous pareils. Donc pour rester sur la question du regard et pour vraiment clôturer notre épisode, la fabrique du regard critique, je sais que vous êtes sensible à la question de la transmission. Comment vous recevez ce montage fait d'une parole récoltée à chaud auprès de lycéens et de lycéennes présentes ce soir-là au spectacle de Mamela Nyamza? Alors déjà, ça me fait chaud au cœur d'entendre ces paroles-là de jeunes. Je suis toujours surprise et très agréablement surprise par les mots qu'ils emploient, par leur acuité dans le regard. Souvent... on peut entendre, des amis ou quoi, sortant de la pièce, j'ai rien compris, j'ai rien à en dire, tout ça. Et je trouve qu'à chaud, c'est difficile effectivement de parler des pièces. Et ces jeunes comme ceux que j'accompagne depuis maintenant longtemps, enfin, c'est pas toujours les mêmes, hein, c'est des classes chaque année un peu différentes, mais les jeunes ont quand même toujours une précision dans ce qu'ils voient. Et on parlait aussi des textes qui nous habitent, qui parfois nous orientent notre regard. Et souvent, je trouve qu'eux, ils ont peut-être un peu moins ce langage de communication que nous, critiques, en fait, on manipule, qu'on écrit aussi, tout ça, et qui un peu nous guide. Par exemple, il y en a une personne qui dit que ce sont leurs vies d'avant et qui a cette interprétation-là qui n'est pas du tout dans ce qu'a dit l'artiste. Donc, ils sont capables de se détacher complètement de ce que dit aussi la parole de l'artiste et d'avoir leurs propres interprétations. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le relient aussi beaucoup à eux, à leur vécu, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils voient. Et en fait, écouter leurs paroles, ça te permet aussi de comprendre un peu plus qui ils sont en fait. Moi, c'est ça que j'aime bien quand je fais des ateliers de critique avec les jeunes, c'est d'essayer, par le biais du spectacle de danse, c'est de comprendre un peu en fait c'est quoi leurs préoccupations, ce qu'ils regardent. Et ça me fait penser à un groupe là que j'ai accompagné sur un spectacle de Rebecca Chaillon, donc un spectacle adressé au jeune public, plutôt adolescents. Et donc c'était des adolescents qui sont allés voir la pièce. Et leur première réaction, c'était un petit peu... Enfin, j'en parle parce que ça fait rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'était pour une fois, je me suis vue sur scène. Et en fait, on parlait des choses qui me concernent, c'est-à-dire la famille, les boutons d'acné, les premières règles, les premiers amours, la cantine, le collège... et le corps, et la danse, et One Piece. Et donc, je pense que pour revenir à ce qu'on disait aussi du regard, sentir aussi que la pièce nous parle, qu'on y est, en fait, qu'on est avec la pièce. Ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche ces lycéens, mais c'est aussi quelque chose d'important quand on va voir une pièce de danse. Et c'est pas parce qu'on est forcément... qu'on se reconnaît entièrement physiquement sur scène, que ce sont les mêmes corps que moi, mais c'est qu'on y trouve aussi, nous, un lien. Voilà, pour finir là-dessus. Faire lien, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Léa, merci à Belinda qui a dû partir, merci à Calista qui est en déplacement à l'étranger mais qui nous a envoyé tous ces passages d'analyse super précieux dans notre conversation et au prochain épisode critique. Merci également à Quentin Tonneau pour le doublage, à la jeune artiste Mayjuli Machado Napolo et aux lycéens et lycéennes du lycée Clément Ader d'avoir joué le jeu du micro à la fin du spectacle.
C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.